Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique. Dans l'actualité, la fin des opérations de vote en Afrique du Sud. Le pays a voté massivement pour ces élections générales. Nous irons à Johannesburg dès le début de ce journal. Un sursaut dans le monde après l'enlèvement des adolescentes nigérianes. Paris, Londres, Washington et Pékin se mobilisent. Nous retrouverons Fiacre Kinou en direct d'Abuja. Et puis, faut-il se méfier du microcrédit? C'est la question dont on en parle cette semaine. Avec Mathieu Vendrely, nous recevons Benoît Granger, spécialiste de la microfinance. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. L'Afrique du Sud tout d'abord et cette participation massive aux élections générales de ce mercredi. Pas de chiffres officiels encore, mais des images qui parlent. Regardez cette vue du ciel. Ces images ont été filmées à la mi-journée au bureau de vote de Diepsloot. Il s'agit d'un township situé au nord de Johannesburg. Des images spectaculaires qui montrent bien l'engouement des Sud-Africains pour ce scrutin. Bonsoir Sébastien Hervieux. Vous êtes à Johannesburg, Sébastien. Et là aussi, la participation a été très élevée. Oui, effectivement, une participation extrêmement forte. En tout cas, c'est les termes du président de la commission électorale. À Johannesburg, comme dans toutes les villes, donc surtout dans les centres urbains, vous l'avez vu sur ces images, des longues files d'attente toute la journée lorsque j'ai parcouru les rues de Johannesburg. Les bureaux de vote ont fermé à 21h, mais il y a encore des électeurs qui votent, puisqu'à partir du moment où ils étaient arrivés avant 21h, ils ont le droit de voter, même si c'est un petit peu plus tard. Alors, il peut y avoir différentes raisons à cette participation massive. Il faut bien rappeler, c'est le 20e anniversaire des premières élections multiraciales. On a beaucoup rappelé lors d'événements et de cérémonies le lourd prix payé pour obtenir ce fameux droit de vote. Et puis ce sont des élections très disputées, l'opposition est beaucoup plus mordante face à une ANC affaiblie. Selon des analystes, cette mobilisation massive pourrait avantager d'ailleurs l'opposition. Sébastien, les autorités hier disaient craindre des violences et finalement tout a été plutôt calme. Oui, relativement, généralement calme. Il y a eu quelques incidents sans gravité très localisés dans le pays au cours de cette journée. Il y avait beaucoup de craintes puisqu'il y a eu de nombreuses manifestations d'habitants en colère qui réclament en général de meilleurs accès aux services publics. Jusqu'à hier, dans une banlieue de Johannesburg, les autorités avaient mobilisé la police, l'armée qui était déployée près des bureaux de vote les plus sensibles. Et comme vous le disiez, finalement, tout s'est bien passé. Sébastien Hervieux, notre correspondant en Afrique du Sud, merci. Dans l'actualité, encore le Nigeria et ce nouveau massacre confirmé près de la frontière du Cameroun. On l'évoquait en tout début de semaine, l'attaque a eu lieu à Gamborone Gala dans l'état de Borno. C'est le fief historique de Boko Haram. Des survivants ont compté une centaine de cadavres. Ce carnage intervient alors que le monde se mobilise autour des lycéennes kidnappées par Boko Haram. 3 semaines après leur enlèvement, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et même la Chine proposent aujourd'hui leur aide au Nigeria. On fait le point avec Laure de Matos. Le rapt des lycéennes a eu lieu il y a plus de 3 semaines. Et il aura fallu attendre ce lundi et cette revendication filmée pour que le monde se mobilise en leur faveur. Manifestation, minutes de silence ici devant le Congrès américain. Les États-Unis qui ont été le premier grand pays à tendre la main au Nigeria. À court terme, notre objectif est d'aider la communauté internationale et le gouvernement nigérian à tout faire pour retrouver ces jeunes filles. Mais il faudra un jour se saisir du problème que représente ce type d'organisation qui sème le chaos dans la vie quotidienne des gens. Concrètement, Washington va envoyer des experts en communication, en logistique et en renseignement pour conseiller le gouvernement nigérian. Un soutien accepté par Abuja. La France, comme les États-Unis, dispose de moyens militaires dans la région. Elle a aussi offert son aide. Le président de la République nous a demandé de prendre contact avec le président du Nigeria pour lui dire qu'une équipe spécialisée avec tous nos moyens de la région, était à disposition du Nigeria concrètement pour aider à la recherche et à la récupération de ces jeunes filles. Les Britanniques sont plus discrets sur le soutien qu'ils proposent. La question a aussi été discutée ce mercredi à la Chambre des communes. La Grande-Bretagne est prête à apporter son aide dès que possible et à travailler très étroitement avec les États-Unis.
Le Premier ministre chinois, en marge du Forum économique à Abuja, a également proposé son aide à Goodluck Jonathan. Le président nigérian, critiqué dans son pays pour sa réaction tardive, il a attendu ce mercredi pour prendre une initiative, l'offre d'une récompense de 300 000 $ pour toute information pouvant permettre de retrouver les jeunes captives. Et c'est dans ce contexte que la capitale du Nigeria accueille aujourd'hui le Forum économique pour l'Afrique. Des chefs d'État et de gouvernement de tout le continent sont sur place. Fiacre Kinou, bonsoir. Vous êtes à Abidjan, Fiacre, où ce sommet se déroule sans doute sous haute sécurité. Bien, il faut dire que les 200 attentats qui ont secoué Abuja en 2 semaines et qui ont été revendiqués par la secte islamique Boko Haram sont encore dans les esprits. Tenez, 6 000 hommes armés jusqu'aux dents ont été déployés dans la capitale nigériane, couvrant 250 km² pour assurer la sécurité du forum. Parmi ces hommes, 600 font partie des forces spéciales habituellement détachées à la sécurité du président et des hautes personnalités. Parmi eux, 450 tireurs d'élite formés par les GIs américains qui sont revenus au Nigeria le mois dernier et sont basés au quartier général des forces armées nigérianes ici à Abuja. Les fonctionnaires, étudiants et élèves ont été mis en congé dans la capitale depuis ce matin et ce, pendant toute la durée de ce sommet pour éviter les interminables d'Oslo. Entendez les embouteillages. La circulation a été restreinte aux abords des aéroports d'Abuja et de Lagos depuis une semaine, après des renseignements sur des menaces d'attaque contre 2 hôtels de luxe à Lagos. À chaque point de rue, ici, des blindés sont en stationnement et les abords du centre de conférence sont strictement restreints aux accès. Autant dire que Goodluck s'est donc arrivé avec ses invités. Fiacre, l'invité de marque de ce Davos africain est un Chinois. Le Premier ministre Li Keqiang est à Abuja. Il n'est pas venu seul. Alors, le Premier ministre chinois voit grand pour les relations entre son pays et le Nigeria, première puissance économique du continent et un de ses principaux partenaires commerciaux. Parmi les entrepreneurs qui accompagnent Li, plusieurs sont spécialistes de la construction d'infrastructures routières. Il devrait y avoir la signature d'un avenant de financement sur le projet de métro aérien à Lagos. Pendant cette visite, M. Li va signer 6 accords portant notamment sur la coopération technique et économique, l'aviation, le secteur bancaire et le domaine de la construction d'infrastructures sanitaires. Fiacre Kinou à Abuja, merci pour ces précisions. En bref, cette mise en garde des États-Unis à l'égard de l'Ouganda, selon Washington, des terroristes seraient en train de préparer un attentat à Kampala. Des églises fréquentées par des expatriés seraient la cible. L'attaque pourrait avoir lieu en mai ou en juin, précise l'ambassadeur américain à Kampala. Une journée sans presse en Centrafrique. Les journalistes font grève et manifestent contre l'assassinat de 2 de leurs confrères. C'est l'image du jour que nous avons choisie. À Bangui, aujourd'hui, les journalistes ont marché pacifiquement, accusant le gouvernement et la communauté internationale d'être responsables. Désiré Sayenga et René Padou ont été blessés par balle puis poignardés il y a une semaine à leur domicile. 80 morts par intoxication à l'alcool frelaté au Kenya. 80 morts en 2 jours seulement. Une enquête est ouverte. 2 suspects ont été arrêtés et des analyses sont en cours pour déterminer la nature du poison. 180 personnes victimes de douleurs abdominales intenses sont encore à l'hôpital. Et sans transition, on passe à notre chronique, on en parle. Notre thème cette semaine, c'est le microcrédit. Ce système est-il un bon moyen pour financer les plus pauvres ou est-il au contraire un danger? Benoît Granger, spécialiste de la microfinance, répondra à vos questions dans un instant. Mais d'abord, un fait concret. À Ouarzazate, au Maroc, des victimes du microcrédit ont formé une association. Voyez ce reportage d'Anna Ravix. Elles sont venues du Sénégal, du Burkina ou du Cameroun. Leur slogan, microcrédit, dégage. Le but dont ils sont venus, c'est d'aider les gens, d'améliorer leurs conditions de vie. Mais on a constaté que c'est le contraire, c'est tout à fait le contraire. À sa création, l'objectif du microcrédit est simple, permettre aux plus pauvres d'emprunter de l'argent. Oumlaïd y croit. En 2009, elle emprunte 5 000 € pour acheter une dizaine de machines à tricoter.
Mais l'affaire tourne mal. Oumlaï doit rembourser son emprunt sur 5 ans, capital et intérêt, au total le double de la somme empruntée. Je regrette beaucoup. On s'est dit qu'on allait monter un grand projet, acheter une maison, construire un meilleur avenir pour nos enfants, mais tout est raté. On ne savait pas qu'on allait devoir rembourser une somme pareille. Il ne te dit jamais combien tu vas payer jusqu'à ce que tu signes. L'association des victimes du microcrédit estime à au moins 3000 les Marocains dans la même situation qu'Oumlaïd. Elles accusent les agences de microcrédit d'abuser de l'ignorance de leurs clients. Nous nous rendons chez Alamana, l'agence qui a prêté de l'argent à Oumlaïd. Normalement, tu as lu le contrat avant de le légaliser. Non, j'ai rien lu, je sais pas lire. Avant de légaliser le contrat et de délivrer le contrat aux clients, nous discutons le prix, la durée, l'échéance si elle est à la portée de ce client et même le taux d'intérêt. Tout clair. Mais quand on lui demande de calculer le vrai coût de l'emprunt d'Oumlaïd, il s'arrête. Il nous demande de contacter le siège à Rabat. Au siège, les dirigeants d'Alamana nous ouvrent leurs portes, mais sans caméra. Leur message, rendre le double de ce que l'on a emprunté, ce n'est pas anormal. La preuve, plus de 9 emprunteurs sur 10 remboursent leurs prêts. Oui, alors on voit bien, Mathieu Vandrely, que la question des taux d'intérêt est au cœur du problème. Oui, une interrogation relayée d'ailleurs également sur notre page Facebook, Linda, par Serge de la Victoire Nakaosa qui nous écrit de Kinshasa et nous apporte son témoignage. C'est un système, nous dit-il, c'est un système qui enrichit la main du donneur et appauvrit la main du receveur. J'ai moi-même été victime, j'ai dû rembourser $175 alors que je n'avais reçu que $40. Benoît Granger, tout simplement pour démarrer, comment est-ce qu'on peut expliquer ces taux absolument énormes? Les taux énormes, j'en sais rien. Rembourser $175 quand vous avez reçu $40, ça dépend de la durée, ça dépend des conditions du prêt. Est-ce que c'était in fine? Est-ce que les conditions je ne les connais pas, donc je ne peux pas répondre. Mais cela dit, c'est vrai que les taux d'intérêt du microcrédit au Sud sont des taux élevés. En gros, on estime, y compris des organisations internationales qui ne peuvent pas être suspectées d'être particulièrement cupides, estime que 25% de taux d'intérêt est un taux moyen à peu près habituel dans la plupart des pays du Sud. Il y a des institutions de microfinance qui facturent beaucoup plus et c'est très discutable. Et à cet égard, ce qu'on vient de voir sur ces femmes de Ouarzazate est effectivement un gros problème, mais un gros problème du côté des offreurs. Comment font les offreurs pour mettre des femmes dans de telles difficultés? Et ça, c'est vraiment une question. Alors, je reviens au reportage d'Anna Ravix, Benoît Granger, où selon l'organisme prêteur, plus de 9 clients sur 10 remboursent leurs prêts. Donc, c'est crédible. Mais absolument, absolument. Si les prêts sont faits dans de bonnes conditions à des personnes qui vont créer un petit business, on parlait de machines textiles, on peut parler, je sais pas quoi, de bétail, que sais-je. Si votre activité vous rapporte plus 50%, vous pouvez rembourser 25% et il vous reste une marge. Le prêt, enfin, c'est fait pour enrichir le client, c'est pas fait pour l'appauvrir, contrairement à ce que dit la personne dont on voyait le message à l'instant. Alors, il y a des institutions de microfinance qui font bien le métier, il y en a d'autres qui le font moins bien. Mais il faut quand même se rappeler un truc fondamental, c'est si prêter aux pauvres, c'était un truc rentable, les banques le feraient depuis longtemps, d'accord ? Si les banques ne le font pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors le problème, on peut le régler en facturant des taux d'intérêt très élevés, c'est vraiment pas souhaitable. Et on peut le régler aussi par des systèmes mixtes dans lesquels il y a des ressources publiques, des ressources de mécénat, différents types de ressources qui permettent de payer une partie des coûts de production d'une institution de microfinance et qui lui permettent à elle de facturer des taux d'intérêt à peu près convenables. Alors toujours à propos de ces organismes prêteurs, on va passer une question, Mathieu, en provenance de Côte d'Ivoire. Oui, Léopold Fossou nous écrit de Yamoussoukro et lui pose la question du sérieux des organismes prêteurs. La microfinance peut être un danger, nous dit-il, dans la mesure où certains prêteurs en profitent pour disparaître avec l'argent des clients. Alors, quelle garantie pour l'emprunteur, Benoît Granger? Hélas, ça ne m'étonne pas que ce soit un de vos auditeurs ou téléspectateurs de Côte d'Ivoire qui dit ça, parce qu'effectivement, dans les pays de francophones d'Afrique de l'Ouest, il y a eu plusieurs scandales. Et plusieurs scandales, effectivement, de caisses qui ont été créées comme ça, qui ont ramassé de l'épargne, et puis les dirigeants sont partis avec la caisse, comme on dit familièrement. Mais là, il y a aussi une autre responsabilité, c'est une activité financière, donc c'est régulé. Les autorités publiques ont la responsabilité de fournir un cadre réglementaire et ensuite d'auditer, de contrôler, de surveiller les institutions de microfinance. Si c'est pas le cas, les risques sont démesurés.
Alors on pointe la responsabilité des prêteurs, mais Mathieu, il faut aussi évoquer la responsabilité des clients, des emprunteurs. Oui, c'est par exemple Richard Ngueta d'Abidjan qui s'en charge. Voici sa remarque. Une chose est d'emprunter, nous dit Richard, et une autre est de pouvoir rembourser. Généralement, les personnes qui empruntent ne savent pas faire fructifier cet argent en investissant dans des activités assez rentables. Alors Benoît Granger, quelles sont par exemple les questions à se poser quand on se décide à se lancer dans un projet d'entreprise? Et puis, est-ce que les organismes ont un rôle de conseil? Les organismes devraient avoir un rôle de conseil. Simplement, souvent, ces organismes n'ont pas les moyens de payer ce rôle de conseil. Parce que ça veut dire des salariés, et des salariés qui ne sont pas à la production. C'est-à-dire qui ne font pas des prêts, mais qui sont effectivement sur une fonction de conseil, de consulting, d'aide aux clients ou aux futurs clients. Et Richard Ngueta a tout à fait raison. Le problème, c'est on est dans une sorte de piège, si vous voulez, puisque pour bien faire de la microfinance, du microcrédit, il faut le faire de façon non rentable. Facturer 25% de taux d'intérêt, ça ne suffit pas à payer les coûts de production. Donc où sont les autres ressources, hein? Alors on va conclure, Mathieu, avec un internaute qui pointe aussi quelques mauvaises habitudes. Abbas Ousmane Loco, qui nous écrit de Sousse en Tunisie, qui nous dit ceci. On peut imputer les échecs enregistrés en Afrique à l'incapacité des prêteurs à séparer leur micro-entreprise et leur vie personnelle, c'est-à-dire un compte pour le projet et un autre pour les dépenses perso. Benoît Granger, donc peut-être un conseil aux emprunteurs dans la gestion de leurs prêts. Le conseil est le bon, bien sûr, évidemment, il faut séparer deux comptes, le compte perso, le compte professionnel. Mais ça fait partie typiquement de l'éducation financière qui est faite sur le terrain, dans les meilleurs cas, qui est faite sur le terrain par de bons conseillers. Et donc, les choses avancent lentement, raisonnablement. Et quand on donne un projet qui permet d'anticiper, qui permet de prévoir une rentabilité de l'activité économique, eh bien, ça va marcher. Mais cela dit, je vous confirme, d'une façon générale, 90%, enfin 9 clients sur 10, oui, c'est le taux habituel, moyen, quel que soit le continent dans lequel on est. Oui, les pauvres remboursent. Et d'ailleurs, ils remboursent parce qu'ils n'ont que ça à faire, c'est leur honneur qui est en jeu. Ils n'ont pas d'autre ressource que de rembourser. De rembourser en plus pour obtenir un second prêt après, etc., etc. Des systèmes équilibrés, c'est comme ça que ça marche. Oui. Merci Benoît Granger. Je rappelle, vous êtes enseignant à l'université Paris-Dauphine et puis donc spécialiste de la microfinance. Merci Mathieu Vendrely. Et merci à vous pour vos réactions nombreuses et vos questions sur notre page Facebook. On va se quitter avec notre pensée quotidienne pour Serge Lazarevitch, kidnappé. L'otage français a été enlevé en novembre 2011 dans le nord du Mali. Nous ne l'oublions pas. C'est la fin de votre journal Afrique. Vous pouvez retrouver cette édition sur tv5monde.com et sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité.